Ton esprit possède un pouvoir extraordinaire. Mais sans discipline, ce pouvoir reste endormi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer ton mental en une force indomptable, capable de surmonter tous les obstacles que la vie place sur ton chemin. Si cette quête de force intérieure résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Première partie. L'éveil de ta volonté. Dans le silence de l'aube, avant que le monde ne s'éveille, se trouve un moment sacré. C'est dans cet instant que se joue la bataille la plus importante de ta journée, celle entre ta volonté et tes résistances intérieures. Chaque matin, ton esprit te propose des excuses parfaitement élaborées. Il te murmure que tu as besoin de repos supplémentaire, que demain sera un meilleur jour pour commencer, que les conditions ne sont pas optimales. Ces voix semblent raisonnables, presque bienveillantes, mais elles sont les gardiennes de ta zone de confort. Et la zone de confort est l'ennemi silencieux de ta croissance. Comprends bien ceci. Ton esprit n'est pas ton adversaire. Il fait exactement ce pour quoi il a été conçu, te protéger de l'inconfort, économiser ton énergie, maintenir le statu quo pendant des millénaires. Cette fonction a assuré la survie de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, dans un monde où les défis ne sont plus physiques mais mentaux et émotionnels, cette programmation devient un obstacle. La véritable force ne consiste pas à combattre ton esprit, mais à le diriger. Imagine un cavalier sur un cheval puissant. Le cheval possède toute la force, toute la vitesse, toute l'énergie brute. Mais sans le cavalier pour guider, cette force se disperse dans toutes les directions. Tu es ce cavalier. Ton esprit est ce cheval magnifique mais indiscipliné. Quand tu décides d'agir malgré la résistance intérieure, tu n'ignores pas tes pensées, tu les reconnais, puis tu choisis consciemment de ne pas leur obéir. Cette distinction est fondamentale. Ignorer tes pensées crée une guerre intérieure épuisante. Reconnaître puis rediriger crée une alliance puissante. Pense à un fleuve. Lorsqu'il coule sans direction, il inonde, détruit, gaspille son énergie. Mais lorsqu'on canalise ce même fleuve, il devient une source d'énergie extraordinaire, capable de faire tourner des turbines, d'irriguer des terres, de transformer des paysages entiers. Ton esprit est ce fleuve. La discipline est le canal qui transforme sa force brute en pouvoir constructif. Considère les moments où tu as réussi quelque chose de difficile. Être et-ce terminer des études exigeantes, surmonter une rupture douloureuse ou simplement tenir une résolution pendant plusieurs mois. Dans ces moments, qu'est-ce qui a fait la différence? Ce n'était pas l'absence de doute ou de peur. C'était ta capacité à agir, malgré eux. Voici une vérité que peu osent accepter. La motivation est un mythe dangereux. On nous a enseigné à attendre l'inspiration, à chercher la passion, à espérer cet état émotionnel parfait où tout semble possible. Mais regarde autour de toi. Les personnes qui accomplissent des choses remarquables ne sont pas celles qui se sentent motivées chaque jour. Ce sont celles qui ont appris à agir sans motivation. La discipline remplace la motivation. Elle ne dépend pas de tes états émotionnels changeants. Elle ne fluctue pas selon ton humeur matinale ou la qualité de ton sommeil. La discipline est une décision que tu prends une fois, puis que tu honores 1000 fois. Mais comment cultiver cette discipline? Comment transformer une intention en action constante? Le secret réside dans la compréhension de la mécanique de l'action. Chaque action que tu prends envoie un signal à ton cerveau. C'est un vote pour le type de personne que tu deviens. Quand tu te lèves à l'heure prévue malgré la fatigue, tu votes pour devenir quelqu'un de fiable. Quand tu termines une tâche difficile avant de te divertir, tu votes pour devenir quelqu'un de discipliné. Quand tu tiens une promesse que tu t'es faite en privé, tu votes pour devenir quelqu'un d'intègre. Au début, ces votes semblent insignifiants. Un réveil à temps ne change pas ta vie. Une séance d'exercice ne transforme pas ton corps. Une heure d'étude ne te rend pas expert. Mais c'est là que la magie opère, dans l'accumulation invisible de ces petits votes quotidiens. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Le premier coup de ciseau ne révèle rien, ni le 10e, ni le 100e. Mais après des milliers de coups patients et précis, une forme émerge. Puis des détails apparaissent. Finalement, une œuvre d'art se tient là où il n'y avait qu'une pierre informe. Ta vie est ce bloc de marbre. Tes actions quotidiennes sont ces coups de ciseaux. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils travaillent dur pendant une semaine et s'attendent à une transformation totale. Quand elle ne vient pas,
il conclut que leurs efforts sont vains. C'est une erreur fondamentale de perspective. La croissance n'est pas linéaire. Elle ressemble plutôt à un plateau avec des escaliers soudains. Tu restes au même niveau pendant longtemps, apparemment sans progrès visible. Puis soudainement, un saut quantique. Tu passes au niveau supérieur. Mais ce saut n'était possible que grâce à tout le travail invisible accompli pendant le plateau. Les scientifiques appellent cela la vallée de la déception, cette période où tes efforts dépassent largement tes résultats visibles. C'est dans cette vallée que la plupart des gens abandonnent, juste avant la percée. La discipline, c'est traverser cette vallée sans abandonner, en sachant que chaque pas compte, même quand tu ne vois pas encore la destination. Parlons maintenant de la résistance. Elle apparaît toujours au moment précis où tu t'apprêtes à agir. Tu décides de méditer, et soudain une tâche urgente surgit. Tu planifies une séance d'écriture, et ton esprit se remplit de distractions tentantes. Tu te prépares à avoir une conversation difficile, et 1000 excuses raisonnables émergent. Cette résistance n'est pas un signe que tu ne devrais pas agir, c'est exactement le contraire. La résistance est proportionnelle à l'importance de l'action. Plus quelque chose compte pour ta croissance, plus la résistance sera forte. C'est un indicateur, un guide vers ce qui mérite vraiment ton attention. Les maîtres de la discipline ont appris à interpréter la résistance différemment. Là où les autres voient un obstacle, ils voient une confirmation. Ah, se disent-ils, cette forte résistance me montre que c'est exactement ce que je dois faire maintenant. Cultiver cette perspective transforme tout. Au lieu de fuir la résistance, tu commences à la chercher. Au lieu de l'éviter, tu l'accueilles comme une vieille amie qui te montre le chemin vers ta croissance. Pense au moment de ta vie où tu as le plus grandi. Étaient-ce les moments faciles et confortables? Ou étaient-ce les périodes où tu as été poussé au-delà de tes limites, où tu as dû puiser dans des ressources que tu ne savais pas posséder? La réponse est évidente. La transformation vient toujours de l'autre côté de l'inconfort. Mais voici ce que peu comprennent. La résistance n'est pas uniforme. Elle a des patterns, des rythmes, des moments de vulnérabilité. Apprendre à lire ces patterns te donne un avantage stratégique. La résistance est généralement plus forte au moment de commencer. C'est le premier pas qui demande le plus d'énergie. Une fois que tu es en mouvement, l'inertie travaille en ta faveur. Un corps en mouvement tend à rester en mouvement. C'est vrai physiquement, et c'est également vrai mentalement. Donc la stratégie intelligente est de minimiser la friction du démarrage. Au lieu de te dire « je vais écrire pendant 2 heures », dis-toi « je vais écrire une phrase ». Cette unique phrase brise la résistance initiale. Et souvent, une fois commencé, tu continues naturellement bien au-delà de cette première phrase. C'est ce qu'on appelle la technique du micro-engagement. Tu te promets quelque chose de si petit que la résistance n'a pas le temps de s'organiser. Puis, une fois lancé, tu profites de l'élan pour accomplir bien plus. La résistance a aussi des moments de faiblesse pendant la journée. Pour beaucoup, c'est le matin, quand la volonté est fraîche et les distractions minimales. Pour d'autres, c'est tard le soir, dans le silence de la nuit. Identifie tes moments de force et planifie tes tâches les plus importantes durant ces fenêtres. Deuxième partie, l'architecture des engagements. La confiance en soi ne se construit pas dans les grandes déclarations publiques, ni dans les moments d'euphorie motivationnelle. Elle se forge dans le silence de tes promesses privées tenues. Chaque jour, tu te fais des promesses. Certaines sont explicites. Je vais faire de l'exercice ce matin. Je terminerai ce projet avant la fin de semaine. D'autres sont implicites. En fixant ton réveil, tu te promets de te lever à cette heure. En acceptant une responsabilité, tu promets de l'honorer. Ton esprit enregistre méticuleusement chaque promesse tenue et chaque promesse brisée. Il crée un dossier sur ta fiabilité, constamment mis à jour avec chaque décision, et c'est ce dossier qui détermine ta confiance en toi. Pense à quelqu'un en qui tu as totalement confiance. Pourquoi lui fais-tu confiance? Parce qu'historiquement, cette personne a tenu ses engagements. Ses paroles correspondent à ses actions. Sa fiabilité est prouvée par le temps et la répétition. Maintenant, applique ce même principe à ta relation avec toi-même. Peux-tu te faire confiance? Quand tu te dis que tu feras quelque chose, quelle est la probabilité que tu le fasses réellement? Si cette probabilité est faible, alors ta confiance en toi sera également faible. Peu importe combien d'affirmations positives tu répètes.
La reconstruction de cette confiance commence par des engagements minuscules mais inébranlables. Ne commence pas par promettre de transformer ta vie entière du jour au lendemain. Cette approche mène presque toujours à l'échec et à la déception. Au lieu de cela, choisis une promesse si petite qu'elle semble presque triviale. Je ferai mon lit chaque matin. Je boirai un verre d'eau au réveil. Je lirai une page avant de dormir. La taille de la promesse importe peu. Ce qui compte, c'est que tu la tiennes absolument, sans exception, sans négociation. Cette pratique peut sembler simpliste, mais elle opère à un niveau psychologique profond. Chaque fois que tu tiens cette petite promesse, tu envoies à ton cerveau un message puissant. Je fais ce que je dis. Mes paroles ont du poids. Je suis fiable. Avec le temps, cette pratique recable littéralement ton cerveau. Les neurosciences montrent que la répétition constante d'un comportement crée et renforce des voies neuronales spécifiques. Plus tu empruntes ces voies, plus elles deviennent automatiques, demandant moins d'efforts conscients. Mais attention à un piège courant. Faire des promesses vagues. Je vais être plus productif n'est pas une promesse que tu peux tenir, car elle n'est pas mesurable. Je travaillerai sur mon projet pendant 30 minutes, entre 9h et 9h30, est une promesse concrète que tu peux honorer ou non. La spécificité est ton allié. Plus ta promesse est précise, plus il est facile de savoir si tu l'as tenue. Et cette clarté est essentielle pour construire la confiance. Un autre aspect crucial est la progressivité. Une fois que tu as tenu une petite promesse pendant plusieurs semaines sans faillir, tu peux l'élargir légèrement ou en ajouter une nouvelle. Mais ne te précipite jamais. La patience dans la construction est ce qui garantit la solidité de l'édifice. Pense à un bodybuilder qui développe sa force. Il ne commence pas en soulevant les poids les plus lourds de la salle. Il commence léger, se concentre sur la forme parfaite et augmente graduellement la charge au fil des semaines et des mois. À tenter de soulever trop lourd, trop tôt, il ne gagnerait que des blessures. Tes engagements fonctionnent exactement de la même manière. Commence léger, perfectionne ta forme, ta capacité à tenir tes promesses. Puis augmente progressivement la charge, la difficulté ou le nombre de tes engagements. Cette approche a un effet secondaire remarquable. Elle transforme ton identité. Au début, tu peux penser « j'essaie d'être plus discipliné ». Mais après des mois de promesses tenues quotidiennement, cette pensée change. Tu commences à penser « je suis quelqu'un de discipliné ». Ce n'est plus un effort, c'est qui tu es. Ce changement d'identité est le niveau le plus profond de transformation. Quand ton identité change, tes comportements suivent naturellement. Tu n'as plus besoin de te forcer constamment, parce que tu agis simplement en accord avec qui tu es. Parlons maintenant des moments de défaillance, car ils arriveront inévitablement. Tu manqueras une promesse. Tu briseras un engagement. C'est humain, c'est normal, et ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte dans ces moments, c'est ta réponse. Certaines personnes utilisent un échec comme excuse pour abandonner complètement. J'ai manqué un jour, alors tout est ruiné. Autant tout laisser tomber. C'est la spirale de la défaite. D'autres voient l'échec différemment. J'ai manqué aujourd'hui. C'est une information utile. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment puis-je ajuster pour que cela ne se reproduise pas? Et surtout, comment puis-je recommencer dès maintenant? Cette deuxième approche construit la résilience. Elle transforme l'échec en apprentissage. Elle te permet de rebondir rapidement au lieu de stagner dans la déception. Le secret est dans la vitesse de ton retour. Plus vite, tu reviens à tes engagements après un faux pas, moins le faux pas a d'impact sur ta trajectoire globale. Un jour manqué dans un mois de discipline n'efface pas les 29 autres jours. Mais si ce jour manqué devient une semaine, puis un mois, alors tu as perdu ton élan. Il existe un concept puissant dans la philosophie stoïcienne. L'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie non seulement accepter ce qui arrive, mais l'embrasser comme nécessaire et même le désirer. Appliqué à tes échecs, cela signifie les voir non comme des obstacles à ton progrès, mais comme des parties intégrantes de ton chemin. Chaque fois que tu échoues puis que tu te relèves, tu ne construis pas seulement la discipline, tu construis quelque chose de plus précieux encore, la résilience. La résilience est la capacité à encaisser les coups et à continuer d'avancer. C'est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs à long terme de ceux qui abandonnent au premier obstacle sérieux. Pense aux plus grandes réussites de l'histoire. Derrière chacune se cache une série d'échecs. Edison a échoué des milliers de fois
avant d'inventer l'ampoule électrique. Lincoln a perdu plusieurs élections avant de devenir président. Les Beatles ont été rejetés par de nombreux labels avant leur succès mondial. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du chemin vers le succès. Mais voici la nuance importante. Il y a une différence entre échouer et abandonner. Échouer signifie tenter quelque chose qui ne fonctionne pas. Abandonner signifie cesser d'essayer. Le premier est inévitable et instructif. Le second est un choix qui garantit la stagnation. Ton objectif n'est donc pas de ne jamais échouer. C'est impossible et même indésirable. Ton objectif est de ne jamais abandonner, de toujours revenir, de toujours réessayer. Cette persistance, alimentée par tes petits engagements quotidiens tenus, est ce qui crée les vies extraordinaires. Troisième partie, embrasser l'inconfort comme allié. Il existe une équation simple qui régit la croissance personnelle. Croissance égale inconfort fois tense. Sans inconfort, il n'y a pas de croissance. C'est une loi aussi fondamentale que la gravité. Ton esprit est programmé pour éviter l'inconfort. C'est sa fonction de base. Te maintenir en sécurité, confortable, dans l'équilibre. Mais voici le paradoxe. Dans le monde moderne, ce qui est confortable est rarement ce qui est bénéfique à long terme. Le canapé est confortable, mais ton corps a besoin de mouvement. La procrastination est confortable, mais tes objectifs nécessitent de l'action. Éviter les conversations difficiles est confortable, mais tes relations ont besoin d'honnêteté. Dans presque chaque domaine, ce qui te sert vraiment se trouve au-delà de ta zone de confort. La maîtrise de soi commence donc par une réévaluation radicale de l'inconfort. Au lieu de le voir comme un ennemi à éviter, tu dois apprendre à le reconnaître comme un indicateur de croissance. L'inconfort n'est pas un problème, c'est le processus même de ton évolution. Pense aux muscles qui se développent. La croissance musculaire ne se produit pas pendant l'exercice confortable. Elle se produit quand tu pousses tes muscles au-delà de leur capacité actuelle, créant de micro-déchirures qui, en se réparant, rendent le muscle plus fort. L'inconfort de l'effort intense est le signal que la croissance est en cours. Ton esprit fonctionne de la même manière. Quand tu te forces à te concentrer plus longtemps que d'habitude, c'est inconfortable. Quand tu entreprends une tâche qui te semble au-dessus de tes capacités actuelles, c'est inconfortable. Quand tu t'exposes à une situation qui te rend nerveux, c'est inconfortable. Mais dans chacun de ces cas, ton esprit se renforce, s'étend, grandit. La pratique délibérée de l'inconfort est donc une stratégie de croissance accélérée. Au lieu d'attendre passivement que la vie te mette face à des défis, tu les cherches activement. Tu te places intentionnellement dans des situations qui t'étirent. Cela peut prendre 1000 formes. Être choisis-tu de prendre une douche froide chaque matin, entraînant ainsi ton esprit à faire des choses désagréables. Être décides-tu d'aborder un étranger chaque jour pour une conversation brève, surmontant ta timidité sociale. Être t'engages-tu à travailler en concentration profonde pendant des périodes plus longues que ce qui est confortable. L'important n'est pas l'activité spécifique, mais le principe. Tu t'entraînes à ne pas obéir systématiquement à l'impulsion de confort. Tu développes la capacité de dire « Je reconnais que c'est inconfortable et je le fais quand même ». Cette capacité est transférable. Quand tu la développes dans un domaine, elle se renforce dans tous les autres. Si tu deviens capable de t'entraîner physiquement même fatigué, tu deviens aussi plus capable de travailler mentalement même distrait. La discipline dans un contexte construit la discipline dans tous les contextes. Il y a aussi une dimension temporelle à comprendre. L'inconfort du choix difficile est intense mais bref. Tu ressens une forte résistance pendant quelques minutes au début d'une tâche difficile. Mais une fois lancée, cette résistance diminue. L'inconfort de ne pas faire le choix difficile, par contre, est moins intense mais durable. C'est cette culpabilité lancinante, ce regret qui persiste pendant des heures, des jours, parfois des années. Donc le calcul rationnel est clair. Mieux vaut endurer un inconfort intense et bref que de porter un inconfort léger mais chronique. Mieux vaut la douleur aiguë de l'effort que la douleur sourde du regret. Mais attention, embrasser l'inconfort ne signifie pas être masochiste ou ignorer les signaux légitimes de ton corps et de ton esprit. Il y a une différence entre l'inconfort de la croissance et la douleur d'une blessure. L'inconfort de la croissance est supportable, gérable,
et laisse une sensation de fierté après. La douleur d'une blessure est aiguë, s'aggrave avec la poursuite, et laisse une sensation d'épuisement néfaste. Apprends à distinguer les deux. Pousse à travers le premier, respecte le second. La sagesse est de connaître la différence. Parlons maintenant d'un type spécifique d'inconfort particulièrement important. L'inconfort social. Pour beaucoup, c'est l'un des plus difficiles à affronter. La peur du jugement, du rejet, de l'humiliation publique peut être paralysante. Pourtant, c'est en affrontant cet inconfort que se trouvent souvent les plus grandes opportunités. La conversation difficile que tu évites pourrait transformer une relation. La présentation qui te terrifie pourrait propulser ta carrière. La demande que tu n'oses pas faire pourrait t'ouvrir des portes inattendues. La clé est de commencer petit et d'augmenter progressivement l'exposition. Si parler en public te terrifie, commence par parler dans de petits groupes, puis des groupes légèrement plus grands, puis devant une caméra. Chaque exposition diminue la peur et augmente ta capacité. Les psychologues appellent cela la désensibilisation systématique. En t'exposant graduellement à ce qui te fait peur, dans un environnement contrôlé, tu recables ton cerveau pour associer cette situation à la sécurité plutôt qu'au danger. Un autre aspect de l'inconfort souvent négligé est l'inconfort de l'incertitude. Nous vivons dans une culture qui valorise la planification, le contrôle, la prévisibilité, mais la vie est fondamentalement incertaine. Vouloir tout contrôler crée une anxiété constante. Apprendre à être à l'aise avec l'incertitude est donc une compétence cruciale. Cela ne signifie pas être imprudent ou ne pas planifier. Cela signifie reconnaître que peu importe combien tu planifies, des imprévus surviendront. Et c'est acceptable. C'est même nécessaire pour la croissance. Les plus grandes opportunités de ta vie viendront probablement de situations que tu n'avais pas prévues. Les rencontres fortuites, les circonstances imprévues, les chemins détournés, c'est souvent là que se cache la magie. Mais tu ne peux saisir ces opportunités que si tu es capable de naviguer l'incertitude sans paniquer. Pratique cela en prenant délibérément des décisions sans avoir toutes les informations. Commence par de petites choses. Choisis un restaurant sans lire tous les avis. Accepte une invitation sans connaître tous les détails. Lance un projet sans avoir le plan parfait. Chaque fois que tu fais cela et que tout se passe bien, ou même pas si bien, mais que tu survives, tu prouves à ton cerveau que l'incertitude n'est pas mortelle. Tu deviens plus flexible, plus adaptable, plus capable de saisir les opportunités quand elles se présentent. Quatrième partie. Maîtriser l'instant présent. Le moment présent est le seul endroit où tu possèdes un réel pouvoir. Le passé est figé, immuable. Le futur est incertain, hypothétique. Mais maintenant, ce moment précis, c'est ton domaine d'action. Pourtant, la plupart des gens vivent partout, sauf dans le présent. Leur esprit vagabonde constamment entre les regrets d'hier et les anxiétés de demain. Cette dispersion mentale coûte cher en termes d'efficacité, de paix intérieure et de capacité d'action. La discipline authentique se manifeste dans l'instant présent. C'est dans ce moment que tu décides d'agir ou de procrastiner. C'est maintenant que tu choisis de rester concentré ou de céder à la distraction. C'est en cet instant précis que se joue la bataille entre ta volonté et ta résistance. Comprendre cela transforme ton approche. Au lieu de te projeter dans la totalité écrasante d'un projet, tu te concentres sur l'action immédiate que tu peux prendre maintenant. Au lieu de t'inquiéter de comment tu te sentiras demain matin, tu te concentres sur te coucher à une heure raisonnable ce soir. Cette approche désamorce l'anxiété et la procrastination. L'anxiété vit dans le futur. Et si je n'y arrive pas? Et si c'est trop difficile? La procrastination vit aussi dans le futur. Je le ferai plus tard, quand je me sentirai mieux. En ramenant ton attention au présent, tu court-circuites ces deux mécanismes. Il existe une pratique puissante pour développer cette présence. La règle des 2 minutes. Quand une tâche surgit et peut être accomplie en 2 minutes ou moins, fais-la immédiatement. Pas plus tard, pas après avoir vérifié tes messages, pas quand tu auras terminé autre chose. Maintenant. Cette pratique a plusieurs effets remarquables. D'abord, elle élimine l'accumulation de petites tâches qui, ensemble, créent un sentiment écrasant de choses à faire. Ensuite, elle entraîne ton esprit à agir immédiatement plutôt que de négocier. Enfin, elle crée un élan d'action qui se répercute sur des tâches plus importantes.
Mais la présence va au-delà de la simple gestion des tâches. C'est aussi une qualité d'attention que tu apportes à chaque moment. Quand tu manges, es-tu vraiment présent à l'expérience de manger? Ou es-tu distrait par ton téléphone, par la télévision, par tes pensées? Quand tu parles avec quelqu'un, es-tu véritablement là? Ou ton esprit prépare il déjà ta prochaine réplique? La qualité de ta vie est directement proportionnelle à la qualité de ta présence. Un repas simple mangé avec attention totale apporte plus de satisfaction qu'un festin englouti distraitement. Une conversation brève, mais authentiquement présente, nourrit plus qu'une heure de bavardage absent. Cette présence se cultive comme un muscle. Au début, tu remarqueras combien ton esprit s'échappe constamment. C'est normal, et c'est même encourageant. Cela signifie que tu deviens conscient de tes patterns mentaux. L'étape suivante est simple. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'est égaré, ramène-le gentiment au présent. Pas avec frustration, pas avec jugement, mais avec la patience d'un entraîneur bienveillant. Cette pratique transforme tout. Les tâches que tu redoutais deviennent gérables quand tu te concentres uniquement sur l'étape présente. L'anxiété diminue quand tu cesses de te projeter dans des futurs hypothétiques. La satisfaction augmente quand tu es pleinement présent à ce que tu fais. Il existe une méditation particulièrement puissante pour cultiver cette présence. La méditation de la respiration consciente. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et porte simplement ton attention sur ta respiration. Ne la contrôle pas, observe-la juste. Remarque l'air qui entre par tes narines, le léger mouvement de ta poitrine et de ton abdomen, l'air qui ressort. Inévitablement, ton esprit va s'égarer. Tu vas commencer à penser à ta liste de tâches, à une conversation passée, à un souci futur. Quand tu remarques cela, ne te critique pas. Reconnais simplement « Ah, je pense », puis ramène doucement ton attention à ta respiration. Cette simple pratique, répétée quotidiennement, ne serait-ce que 10 minutes, transforme profondément ta capacité à rester présent. Tu entraînes littéralement ton esprit à revenir au présent chaque fois qu'il s'égare. Et cette capacité se transfère à tous les autres aspects de ta vie. Quand tu travailles sur un projet, tu remarques plus rapidement quand ton esprit dérive vers les distractions. Et tu peux le ramener au travail. Quand tu es avec des êtres chers, tu remarques quand tu n'es pas vraiment présent. Et tu peux choisir de l'être pleinement. Quand l'anxiété monte à propos du futur, tu remarques que tu as quitté le présent. Et tu peux revenir ici, maintenant, où tout va bien. 5e partie, la puissance du rituel. Les rituels sont des actes répétés qui créent de la structure, du sens et du pouvoir dans ta vie. Contrairement aux habitudes, qui deviennent souvent inconscientes, les rituels maintiennent une dimension d'intentionnalité et de conscience. Pense aux rituels que l'humanité a pratiqués pendant des millénaires. Les cérémonies de passage, les rituels du matin et du soir, les pratiques spirituelles. Ces rituels servaient et servent toujours à marquer les transitions, à créer du sacré dans l'ordinaire, à ancrer l'identité. Tu peux utiliser ce même pouvoir pour renforcer ta discipline. Un rituel matinal, par exemple, peut transformer la façon dont tu commences chaque journée. Au lieu de te réveiller dans la confusion et la réactivité, vérifiant immédiatement ton téléphone et laissant le monde extérieur dicter ton état mental, tu prends le contrôle avec une séquence intentionnelle. Voici un exemple de rituel matinal puissant. Te réveiller à la même heure chaque jour, sans négociation. Pas de bouton snooze, pas de marchandage avec toi-même. Le réveil sonne, tu te lèves. Cette première action de la journée établit ton autorité sur ton esprit. Boire un verre d'eau immédiatement. Ton corps est déshydraté après la nuit. Ce simple acte prend soin de ton corps et démontre que tu tiens tes engagements si tu t'es promis de le faire. 5 à 10 minutes de mouvement, étirement, yoga, quelques pompes, peu importe la forme exacte. Tu réveilles ton corps, tu fais circuler le sang, tu génères de l'énergie. 5 à 10 minutes de méditation ou de respiration consciente. Tu calmes ton esprit, tu te centres, tu te prépares mentalement pour la journée. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et 3 intentions pour la journée. Tu programmes ton esprit vers la positivité et la direction plutôt que vers la réactivité. Ce rituel prend peu, être 30 minutes. Mais ces 30 minutes déterminent souvent la qualité de toute ta journée. Tu as commencé en contrôle, intentionnel, présent,
Cette énergie se répercute sur tout ce qui suit. L'important est que ce soit ton rituel, adapté à toi et à ta vie. Peut être que pour toi, le mouvement optimal est une course matinale. Peut être que l'écriture te parle plus que la méditation. Peut être que tu as besoin de temps créatif le matin. Personnalise-le, mais une fois établi, traite-le comme non négociable. Le rituel du soir est tout aussi important. Il marque la transition entre le travail et le repos, te permet de décompresser consciemment et prépare un sommeil de qualité. Ton rituel du soir pourrait inclure arrêter les écrans au moins 1 heure avant le coucher. La lumière bleue perturbe ton rythme circadien. Ce sacrifice d'1 heure de scrolling sans but améliore considérablement ton sommeil. Réfléchir à ta journée. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Où as-tu tenu tes engagements? Où as-tu failli? Et que peux-tu apprendre? Cette pratique construit la conscience de soi, préparer le lendemain. Choisir tes vêtements, préparer ton sac, organiser ton espace de travail. Tu élimines les frictions du matin et les décisions triviales qui drainent ta volonté. Quelques minutes de lecture, de préférence de la fiction ou de la philosophie, plutôt que des actualités ou du travail. Tu nourris ton esprit avec des idées qui ne sont pas liées à la productivité immédiate. Un moment de gratitude avant de dormir. 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Tu t'endors dans un état mental positif plutôt que dans l'anxiété. Ces rituels créent des points d'ancrage dans ta journée. Peu importe ce qui se passe dans le chaos du quotidien, tu as ces moments de structure, de contrôle, d'intentionnalité. Ils deviennent des refuges de discipline dans un monde de distraction. Mais les rituels ne se limitent pas au matin et au soir. Tu peux créer des micro-rituels tout au long de la journée. Un rituel de préparation au travail. Allumer une bougie, mettre une musique spécifique, ouvrir ton carnet. Ces actions signalent à ton cerveau, c'est l'heure de se concentrer. Un rituel de transition entre tâches, quelques respirations profondes, un étirement, un verre d'eau. Tu ne passes pas de façon réactive d'une chose à l'autre, mais tu marques consciemment les passages. Un rituel avant les repas, un moment de gratitude, même silencieux. Tu transformes l'acte de manger d'une activité machinale en un moment conscient. L'accumulation de ces rituels crée une vie qui n'est plus vécue en pilote automatique, mais avec intention et présence. Et cette qualité d'attention transforme l'expérience même de vivre. 6e partie. Confronter les tâches évitées. Il existe dans la vie de chacun des tâches que nous repoussons sans cesse. Elles ne sont pas nécessairement les plus difficiles ou les plus longues, mais elles portent un poids émotionnel qui les rend inconfortables. Un appel difficile à passer. Une conversation honnête à avoir. Un projet intimidant à commencer. Un placard à ranger qui symbolise un désordre plus profond. Ces tâches évitées drainent ton énergie de façon disproportionnée. Même quand tu ne penses pas consciemment à elles, elles occupent un espace mental. Elles créent une anxiété de fond, une culpabilité persistante, un sentiment d'être débordé. Voici la vérité paradoxale. L'énergie que tu dépenses à éviter ces tâches est souvent bien supérieure à l'énergie nécessaire pour les accomplir. Tu portes le poids de l'évitement pendant des jours, des semaines, parfois des mois, alors que si tu les affrontais directement, même si c'est difficile, ce serait terminé. Le poids disparaîtrait. La pratique de confronter quotidiennement une tâche évitée transforme ta vie. Chaque matin, identifie la chose que tu veux le moins faire aujourd'hui. Puis fais-la en premier, avant tout le reste. Cette pratique, popularisée sous le nom de « manger la grenouille » (eat the frog), a un impact psychologique énorme. Une fois que tu as accompli la chose la plus difficile ou la plus désagréable, tout le reste de ta journée semble plus facile par comparaison. Tu as déjà gagné ta bataille la plus difficile dès le matin. De plus, accomplir cette tâche libère une quantité surprenante d'énergie mentale. Tu n'as plus cette voix dans ta tête qui te rappelle constamment ce que tu évites. Tu as prouvé à toi-même que tu es capable d'affronter l'inconfort. Cette preuve construit une confiance qui se répercute sur tout. Mais pourquoi évitons-nous certaines tâches avec tant de ténacité? Souvent, ce n'est pas la tâche elle-même qui est problématique, mais ce qu'elle représente émotionnellement. L'appel difficile que tu évites représente peut être un conflit potentiel, et tu évites le conflit parce qu'il te rend anxieux. La conversation honnête nécessite peu être de la vulnérabilité, et la vulnérabilité te fait peur. Le projet intimidant pourrait échouer,
et l'échec menacerait ton estime de toi. Comprendre les racines émotionnelles de ton évitement te donne du pouvoir. Au lieu de te critiquer pour procrastiner, tu peux te demander « Qu'est-ce que j'évite vraiment ? Quelle émotion essaie de ne pas ressentir ?» Souvent, simplement nommer cette émotion la rend moins puissante. « Ah, j'évite cet appel parce que j'ai peur qu'ils soient en colère contre moi. Et je remarque que j'ai peur de leur colère parce que j'associe la colère au rejet, et le rejet à ne pas être assez bien. » Cette exploration peut sembler psychologique et complexe, mais elle est incroyablement libératrice. Quand tu comprends pourquoi tu évites quelque chose, tu peux séparer la tâche de sa charge émotionnelle. L'appel n'est qu'un appel. La conversation n'est qu'une conversation. Le projet n'est qu'un projet. Les émotions que tu y as attachées sont séparables. Une technique puissante est la visualisation de l'accomplissement. Avant d'entreprendre la tâche que tu évites, prends un moment pour visualiser clairement l'avoir déjà accomplie. Comment te sens-tu? Soulagé, fier, libéré. Ressens ces émotions de façon vivide, puis visualise le processus d'accomplissement lui-même, pas seulement le résultat. Vois-toi en train de passer l'appel, de rester calme et clair, même si l'autre personne est contrariée. Vois-toi en train d'avoir la conversation difficile, de choisir l'honnêteté même quand c'est inconfortable. Vois-toi en train de travailler sur le projet, pas par pas. Cette visualisation prépare ton esprit. Quand le moment vient de réellement faire la tâche, elle semble moins étrangère, moins terrifiante. Tu as déjà pratiqué mentalement. 7e partie. Briser le cycle de la procrastination. La procrastination est plus qu'une mauvaise habitude. C'est un mécanisme de régulation émotionnelle dysfonctionnel. Nous procrastinons pas parce que nous sommes paresseux, mais parce que nous essayons d'éviter des émotions inconfortables associées à une tâche. Le problème est que la procrastination, bien qu'elle apporte un soulagement temporaire, crée toujours plus d'inconfort à long terme. L'anxiété augmente à mesure que la deadline approche. La culpabilité s'accumule. L'estime de soi diminue. Tu finis par faire la tâche dans un état de stress maximal, plutôt que dans un état de calme et de compétence. Briser ce cycle nécessite de comprendre ces mécanismes et de les interrompre consciemment. Voici comment. Premièrement, reconnais le moment de procrastination. La procrastination se déguise souvent en activité productive. Tu ranges ton bureau au lieu de travailler sur le projet important. Tu réponds à des emails non urgents au lieu de commencer la tâche difficile. Tu fais des recherches au lieu de créer. Apprends à reconnaître ces substitutions. Demande-toi honnêtement, est-ce vraiment la meilleure utilisation de mon temps en ce moment? Ou est-ce que j'évite quelque chose? Deuxièmement, identifie l'émotion que tu évites. Anxiété, peur de l'échec, ennui, perfectionnisme paralysant, nomme-la spécifiquement. Troisièmement, accepte cette émotion. Dis-toi, il est normal de ressentir cette émotion face à cette tâche. Je peux ressentir cette émotion agir quand même. L'émotion ne doit pas diriger mes actions. Quatrièmement, engage-toi dans la plus petite action possible. Pas « je vais terminer ce projet », mais « je vais écrire une phrase » ou « je vais travailler pendant 5 minutes ». Cette micro-action contourne la résistance initiale. Cinquièmement, une fois commencé, réévalue après l'intervalle de temps défini. Souvent, tu découvriras que continuer est plus facile que tu ne le pensais. Si la résistance est toujours forte, accorde-toi une pause courte et définie, puis reviens. Cette approche transforme la procrastination d'un état subi en un problème que tu peux résoudre. Tu n'es plus victime de ton cerveau, tu travailles avec lui. Une autre stratégie puissante est la technique Pomodoro. Travaille en bloc de 25 minutes de concentration totale, suivi de 5 minutes de pause. 4 de ces blocs sont suivis d'une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Cette structure aide de plusieurs façons. Les 25 minutes semblent gérables même pour les tâches les plus redoutées. Tu peux toujours te dire « Je peux supporter n'importe quoi pendant 25 minutes ». La pause régulière empêche l'épuisement et maintient ton esprit frais. Et la structure externe réduit le besoin de volonté. Tu n'as pas à décider constamment si tu continues ou si tu prends une pause. Le système décide pour toi. Il existe aussi une dimension sociale à la procrastination.
Certaines personnes sont motivées par la responsabilité externe. Si tu es l'un d'eux, utilise ce trait à ton avantage. Annonce ton intention de compléter quelque chose à un ami, un collègue ou un mentor. Fixe une date de vérification. Le désir de tenir ta parole envers quelqu'un d'autre peut surmonter ta résistance interne. Tu peux aussi chercher un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui travaille également sur des objectifs et avec qui tu vérifies régulièrement. Vous vous motivez mutuellement et vous célébrez les victoires ensemble. Mais attention à ne pas devenir dépendant de la motivation externe. L'objectif ultime est de développer une discipline intrinsèque qui ne dépend de personne d'autre. Utilise la responsabilité externe comme un outil temporaire pendant que tu construis ta discipline interne. 8e partie. Agir malgré tes émotions. L'une des croyances les plus limitantes de notre époque est l'idée que nous devons être alignés émotionnellement avant d'agir, que nous devons nous sentir motivés, inspirés, confiants avant de commencer. Cette croyance crée une dépendance toxique aux états émotionnels, qui par nature sont fluctuants, imprévisibles et souvent hors de notre contrôle direct. Si tu attends toujours de te sentir prêt, tu passeras la majorité de ta vie à attendre. La vérité libératrice est celle-ci. Tu n'as pas besoin que tes émotions soient d'accord avec tes actions. Tu peux te sentir anxieux et agir courageusement. Tu peux te sentir fatigué et agir avec énergie. Tu peux te sentir démotivé et agir avec discipline. Cette dissociation entre émotion et action est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Elle te libère de la tyrannie de tes humeurs changeantes. Elle te permet d'être fiable, prévisible, constant, qualités essentielles pour tout accomplissement significatif. Comment cultiver cette capacité? Par la pratique répétée d'agir contre tes émotions dans de petites situations quotidiennes. Tu ne veux pas te lever ce matin? Lève-toi quand même. Observe comment l'action précède souvent le changement émotionnel. 5 minutes après t'être levé, tu te sens probablement mieux que si tu étais resté au lit. Tu ne veux pas faire de l'exercice aujourd'hui? Commence quand même. Souvent, après les premières minutes difficiles, ton corps et ton esprit s'ajustent et l'exercice devient agréable. Tu ne veux pas travailler sur ce projet? Assieds-toi et commence quand même. Fréquemment, l'engagement dans le travail génère sa propre motivation. Chaque fois que tu fais cela, tu prouves à ton cerveau que les émotions ne sont pas des ordres, mais des suggestions que tu peux reconnaître puis ignorer si nécessaire. Cette preuve répétée reconstruit ta relation avec tes émotions. Au lieu de penser « je me sens X, donc je dois faire Y », tu penses « je me sens X, ET, je choisis de faire Y quand même ». Ce ET est révolutionnaire. Il reconnaît l'émotion sans lui donner le pouvoir de décision. Il y a aussi une dimension d'acceptation radicale dans cette approche. Tu n'essaies pas de changer tes émotions avant d'agir. Tu ne te dis pas « je ne devrais pas me sentir anxieux » ou « c'est stupide d'avoir peur ». Tu acceptes complètement ce que tu ressens, puis tu agis selon tes valeurs, plutôt que selon tes émotions. Cette acceptation, paradoxalement, réduit souvent l'intensité émotionnelle. Quand tu combats une émotion, tu lui donnes de l'énergie. Quand tu l'acceptes tout, en continuant d'agir, elle perd de sa puissance. Les athlètes d'élite maîtrisent cette compétence. Ils ressentent la fatigue, la douleur, le doute, mais ils continuent. Leur performance ne dépend pas de se sentir bien. Elle dépend de faire ce qui doit être fait, peu importe ce qu'ils ressentent. Tu peux appliquer cette même mentalité à ta vie. Ton travail créatif ne dépend pas de l'inspiration. Ton développement personnel ne dépend pas de la motivation. Tes relations ne dépendent pas de toujours te sentir connecté. Ce qui compte, c'est l'action cohérente guidée par tes valeurs et tes engagements. 9e partie. Cultiver la discipline comme identité. Nous avons exploré de nombreuses pratiques et techniques pour développer la discipline. Mais il y a un niveau de transformation plus profond. Celui où la discipline cesse d'être quelque chose que tu fais et devient qui tu es. Ce changement d'identité est le point culminant de tout ce travail. Au début, tu penses peu, « j'essaye d'être plus discipliné ». Avec la pratique, cela devient « je travaille à développer ma discipline ». Mais le niveau ultime est « je suis quelqu'un de discipliné ». Ce n'est pas de l'arrogance ou de la prétention. C'est une reconnaissance factuelle, basée sur tes actions répétées.
Si tu te lèves à l'heure tous les jours depuis 6 mois, tu es quelqu'un qui se lève à l'heure. Si tu fais de l'exercice régulièrement depuis 1 an, tu es quelqu'un d'actif. Si tu tiens tes engagements de façon cohérente, tu es quelqu'un de fiable. Cette identité agit alors comme une encre auto-renforçante. Quand une situation difficile se présente, tu ne te demandes plus « qu'est-ce que je devrais faire ?» Tu te demandes « qu'est-ce qu'une personne disciplinée ferait dans cette situation ?» Et la réponse est souvent claire. Plus importante encore, agir contre ton identité crée une dissonance cognitive inconfortable. Si tu te vois vraiment comme quelqu'un de discipliné, procrastiné ou abandonné semble faux, incohérent. Cette dissonance te pousse naturellement vers l'action alignée avec ton identité. Comment cultiver activement cette identité? Par un processus que les psychologues appellent « preuve basée sur l'identité » (Identity-Based Evidence). Chaque jour, collecte des preuves de qui tu deviens. Tiens un journal où tu notes non pas ce que tu as accompli, mais qui tu as été. Aujourd'hui, j'ai été quelqu'un de discipliné en me levant malgré la fatigue. Aujourd'hui, j'ai été quelqu'un de courageux en ayant cette conversation difficile. Aujourd'hui, j'ai été quelqu'un de fiable en tenant ma promesse. Cette pratique recable ton cerveau au niveau identitaire. Tu crées une histoire cohérente de qui tu es, basée sur des preuves concrètes. Et cette histoire devient une prophétie auto-réalisatrice. Tu commences aussi à faire des choix à travers le prisme de cette identité. Face à un choix, demande-toi, est-ce que l'identité que je cultive ferait cela? Par exemple, est-ce qu'une personne disciplinée resterait au lit? Est-ce qu'une personne courageuse éviterait cette conversation? Est-ce qu'une personne en santé choisirait ce repas? Ces questions ne sont pas des jugements moraux. Ce sont des clarifications identitaires qui rendent le bon choix plus évident. Un aspect crucial de cette transformation identitaire est la patience. L'identité ne change pas du jour au lendemain. Elle se construit lentement, action par action, jour après jour. Il faut généralement au moins 6 mois de pratique cohérente avant qu'une nouvelle identité commence vraiment à s'enraciner. Pendant cette période, il y aura des moments de doute. Est-ce que je me mens à moi-même? Suis-je vraiment cette personne? Ces doutes sont normaux. Continue simplement à accumuler les preuves. Les actions parlent plus fort que les pensées. Un autre aspect est la communauté. Nous sommes profondément influencés par les gens avec qui nous passons du temps. Si tu veux développer une identité de personne disciplinée, entoure-toi de personnes disciplinées. Leurs standards deviennent tes standards. Leurs habitudes normalisent les comportements que tu cherches à adopter. Cela ne signifie pas abandonner tes amis actuels. Cela signifie chercher activement des communautés, des groupes, des espaces où la discipline est valorisée et pratiquée. Peut être un club de course matinale, un groupe d'écriture, un mastermind d'entrepreneurs. Ces communautés reflètent et renforcent l'identité que tu cultives. 10e partie. La discipline face au stress et à l'adversité. Toutes les pratiques que nous avons explorées sont plus faciles quand la vie est relativement calme. Mais le vrai test de ta discipline vient dans les moments de stress intense, de crise, d'adversité. C'est dans ces moments que beaucoup de gens abandonnent leurs bonnes habitudes. Je suis trop stressé pour faire de l'exercice. Je suis trop occupé pour méditer. J'ai trop de problèmes pour tenir mes routines. Mais voici le paradoxe. C'est précisément dans ces moments que tu as le plus besoin de tes pratiques de discipline. Elles sont ton ancre dans la tempête, ta source de stabilité quand tout le reste est chaotique. La clé est de préparer ton esprit pour ces moments avant qu'ils n'arrivent. Les soldats, les pompiers, les chirurgiens, tous ces professionnels qui doivent performer sous pression extrême s'entraînent intensément en conditions simulées. Quand la vraie crise arrive, ils agissent par automatisme développé pendant l'entraînement. Tu peux faire de même. Même si ta vie est calme maintenant, prépare-toi mentalement pour les tempêtes. Visualise-toi maintenant tes routines même quand tout va mal. Décide à l'avance ce que tu feras quand les choses deviendront difficiles. Par exemple, tu peux te dire « Peu importe ce qui arrive, je maintiendrai au minimum mon rituel matinal de 10 minutes et ma pratique de gratitude du soir. Même si tout le reste s'effondre, ces 2 ancres restent. Ces pratiques minimales viables sont essentielles. Elles reconnaissent la réalité que tu ne pourras pas maintenir toutes tes habitudes en période de crise, mais elles établissent un plancher absolu en dessous duquel tu ne descends pas. Quand la crise arrive effectivement, ces pratiques minimales
te sauve de l'effondrement total. Tu maintiens une connexion à ta discipline, même si elle est réduite. Et cette connexion devient le pont qui te permet de revenir à ta pleine pratique une fois la crise passée. Il y a aussi une dimension de résilience à cultiver. La résilience n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à rebondir rapidement après avoir été frappé. Comment développer cette résilience? Paradoxalement, en t'exposant volontairement à des difficultés gérables. C'est le principe de l'hormesis. L'exposition à de petits stress rend l'organisme plus fort et plus capable de gérer des stress plus importants. Cela peut prendre la forme de jeûnes intermittents, d'exercices intenses, de douches froides, de méditation prolongée dans l'inconfort. Chacune de ces pratiques t'apprend que tu peux endurer l'inconfort. Tu développes une confiance en ta capacité à traverser les difficultés. Cette confiance devient inestimable quand les vraies crises arrivent. Tu as déjà prouvé à toi-même que tu peux rester stable sous stress. Les défis de la vie, bien que différents de tes entraînements volontaires, ne semblent pas insurmontables. Une autre dimension cruciale est la narration que tu te racontes sur l'adversité. Certaines personnes voient chaque difficulté comme une confirmation qu'elles sont malchanceuses, victimes, incapables. Cette narration crée une spirale descendante. D'autres voient l'adversité comme un test, une opportunité de croissance, une chance de prouver leur force. Cette narration crée une spirale ascendante. Même face à la même situation objective, l'histoire que tu te racontes détermine largement ton expérience et ta réponse. Choisis consciemment une narration qui te serve. Quand quelque chose de difficile arrive, au lieu de penser « Pourquoi moi ?», pense « Ceci est une opportunité de devenir plus fort ». Au lieu de « Je ne peux pas gérer ça », pense « Ceci va m'étirer ». Et l'étirement est là où je grandis. Cet recadrage n'efface pas la difficulté réelle, mais il change ta posture face à elle. Tu passes de victime à participant actif, de passif à agent. Conclusion. Le chemin continue. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les principes de la force mentale et de la discipline intérieure. Mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui n'a de valeur que si tu le mets en pratique. La connaissance sans action est stérile. La compréhension sans application est vaine. Le véritable changement commence au moment où tu fermes cette vidéo et où tu prends ta première action consciente. Commence petit. Ne cherche pas à implémenter toutes ces pratiques demain. Choisis une seule chose, une seule, parmi tout ce que nous avons exploré. Peu, être sera de tenir une petite promesse quotidienne. Peu, être sera d'embrasser consciemment un inconfort chaque jour. Peu, être sera simplement d'agir immédiatement sur une tâche au lieu de la reporter. Pratique cette unique chose pendant au moins 3 semaines. Laisse-la devenir stable, naturelle, automatique. Puis, et seulement ensuite, ajoute une deuxième pratique. Construis lentement, patiemment, solidement. L'important n'est pas la perfection, mais la direction. Chaque petit pas dans la bonne direction compte. Chaque choix conscient renforce ta discipline. Chaque promesse tenue construit ta confiance. Et souviens-toi, la transformation authentique ne se produit pas dans l'euphorie motivationnelle des débuts, mais dans la patience répétée des jours ordinaires. C'est dans ces moments où personne ne regarde, où aucune récompense immédiate n'apparaît, que se forge le véritable caractère. Il y aura des jours où tu échoueras, des jours où tu briseras tes promesses, où tu céderas à la procrastination, où tu laisseras tes émotions dicter tes actions. C'est inévitable, c'est humain, et ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ta réponse à ces échecs. Te noies-tu dans l'autoflagellation et abandonnes-tu, ou reconnais-tu l'échec, en tires une leçon, et recommences immédiatement? La différence entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent coincés réside souvent dans cette seule capacité. La vitesse à laquelle ils se relèvent après être tombés. Alors tombe si tu dois tomber, mais relève-toi rapidement. Reviens à tes pratiques, retourne à tes engagements, recommence, encore et encore et encore. Au fil du temps, ces retours deviennent plus rapides. Les chutes deviennent moins fréquentes. La discipline devient plus naturelle. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras combien tu as changé, non pas à travers un moment de transformation dramatique, mais à travers des milliers de petits choix accumulés. Tu réaliseras que tu n'es plus la personne qui a commencé ce voyage,
Tu es devenu quelqu'un de plus fort, de plus fiable, de plus capable. Tu es devenu une personne qui tient ses promesses, qui affronte l'inconfort, qui agit malgré ses peurs. Cette transformation n'est pas qu'un développement personnel abstrait. Elle se manifeste concrètement dans ta vie. Tes relations s'améliorent parce que tu es devenu plus fiable et présent. Ta carrière progresse parce que tu accomplis ce que tu te fixes. Ta santé s'améliore parce que tu prends soin de ton corps. Ta paix intérieure grandit parce que tu vis en alignement avec tes valeurs. Tout cela découle de cette unique décision. Devenir maître de ton esprit plutôt que son serviteur. Diriger ta vie par choix conscient plutôt que par réaction automatique. Construire ta discipline. Choix par choix, jour par jour. Le pouvoir de transformer ta vie a toujours été entre tes mains. Ce voyage ne t'a pas donné ce pouvoir, il t'a simplement rappelé que tu l'avais déjà. Maintenant, c'est à toi de l'utiliser. Merci d'avoir été présent pour ce voyage sur Desmotski Transformante. Si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour continuer cette exploration de la force intérieure. Et surtout, agis. Dès maintenant, choisis une chose, une seule, et fais-la avant la fin de cette journée. C'est ainsi que commence la transformation. Un choix à la fois. À bientôt pour de nouvelles explorations. Que la discipline illumine ton chemin.